ces personnes-là qui ne travaillent pas, qui rentrent dans les maisons comme ça, qui ne payent rien, on les protège. Mais dans quel pays on vit? Je suis en colère aujourd'hui. Cette maison est à mon papa, une maison familiale où on passait nos vacances quand j'étais enfant. Mon papa est décédé en 2020, donc frais de succession assez importants. Et la vente de cette maison me permettait de régler mes frais de succession. Sauf qu'au mois de mars 2025, je me suis aperçue qu'il y avait un individu qui s'était introduit illégalement à mon domicile. J'ai porté plainte, premier classement sans suite. Bon, je leur ai dit, je vais faire comme le squatteur finalement, je vais attendre qu'il s'en aille et changer les serrures. On m'a rétorqué que j'avais pas le droit de m'introduire chez lui. Donc là déjà c'est quand même difficile à entendre. J'apprends qu'il y a une fameuse loi où on peut avoir une expulsion en 72 heures en passant par le préfet. Et là encore, déconvenu, le préfet considère qu'il n'y a pas eu violation de domicile. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé devant le refus d'aide de la justice, de l'administration, où personne ne m'a écouté, mais je suis passée du mauvais côté de la barrière en fait. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui m'a dit bon ben voilà, pour 5 000 €, je peux vous dégager le squatteur. Alors ouais, c'est une entrave à la loi. Mais j'ai considéré qu'à ce moment-là, j'étais au pied du mur, je n'avais pas le choix. Et j'ai accepté. Sauf que ça s'est mal passé. Le 28 septembre, les 2 hommes de main qui ont été envoyés se sont fait interpeller par la gendarmerie. Le squatteur a porté plainte. Donc suite à ça, moi je suis passée en garde à vue. Au départ, j'ai nié les faits parce que voilà, j'ai eu peur. Ils ont pris mon téléphone. Et effectivement, il y avait eu un échange avec ces 2 hommes de main le jour de l'effraction. Je suis repartie en garde à vue et là j'ai tout avoué. Je dis oui, effectivement, j'avais pas le choix. J'étais pris par le temps. Je pouvais pas passer par des avocats, par la voie légale pour continuer l'expulsion. Et j'ai choisi la mauvaise solution en fait. Alors j'ai pris 1 an de prison avec sursis. Je regrette d'être passée du mauvais côté de la barrière. Et d'avoir fait quelque chose d'illégal. Mais je pense que le manquement de l'État, le manquement des administrations pousse les honnêtes gens comme moi à franchir le mauvais pas finalement. Bonjour tout le monde, je reviens vers vous. Maintenant sous les conseils de mon avocate, il valait mieux pas que je fasse de vagues sur les réseaux sociaux et que je m'exprime face à la presse avant mon jugement. Donc le jugement est tombé, je pense que vous l'avez vu, je suis passée au journal de 20h sur TF1 hier, sur CNews également. Donc j'ai été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et je dois verser une amende au squatteur. Des dommages et intérêts parce qu'il considère que la maison n'est pas chauffée, donc c'est inacceptable pour lui. Voilà où on en est. Je ne ferai pas appel, j'accepte la décision du parquet. Malheureusement, je me retrouve avec un casier judiciaire pour une histoire comme ça. Je suis très amère. Je n'ai pas été soutenue ni par la gendarmerie lors de mon dépôt de plainte, ni par le préfet lors des démarches que j'ai effectuées pour une expulsion. C'est ça en fait qui m'a fait passer du mauvais côté de la barrière. En fait, le fait de ne pas être soutenu pousse les honnêtes gens comme moi à commettre des délits. Je ne m'en excuserai pas. Non, je m'excuserai pas pour ça. L'injustice, elle est au départ de favoriser la parole et les actes des gens qui s'introduisent illégalement dans les propriétés. Pour moi, c'est marqué dans la Constitution. La propriété est sacrée et inviolable. Apparemment, en France, la Constitution, il y en a beaucoup qui l'ont oubliée. Mais par contre, je continue à me battre, à porter ma voix parce que il y a tellement de monde dans mon cas, des gens qui sont à la rue à cause des squatteurs, qui se retrouvent dans des situations financières déplorables, que je veux que enfin les politiques se réveillent et fassent quelque chose pour les propriétaires. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je
Je me battrai encore contre les fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau, enfin bon, tous les fournisseurs d'énergie. Ma pétition a été supprimée de change.org puisque j'étais en cours de procès. C'est dommage, j'avais 63 000 signatures, mais je pense qu'il y a d'autres moyens que ce site-là pour faire entendre sa voix. Donc je vais continuer jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien. Vous avez été tous formidables. Je reçois tous les jours des messages de soutien. Et ça me fait chaud au cœur, ça me donne le courage, parce que bien que je sois fatiguée par tout ça, j'ai quand même subi 2 gardes à vue, un déferment au parquet. Je souhaite à personne. C'est émotionnellement, psychologiquement, c'est très dur. Moi, j'ai 55 ans. Je suis pas une personne. Je suis une personne honnête, on va dire, hein, mais qui s'est fait prendre dans une spirale où c'était difficile d'en sortir. Comme je l'ai dit à la presse, moi, je paye mes impôts. J'avais des droits de succession énormes à payer. Alors, je suis pas une dame très riche, comme l'avocate de ce cher squatter a voulu le faire croire. J'habite dans un T1 avec ma fille, hein. Mais je paye mes impôts rubis sur l'ongle, je paye mes taxes, je paye tous ces fonctionnaires qui ne m'ont pas rendu justice. Donc, je continuerai à me battre. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche. De la Communalca. L'État ne vous impose pas officiellement un squatteur. Non, ils sont plus malins que Staline. Ils créent un vide juridique tellement béant que le squatteur s'impose tout seul. Et l'État vient ensuite valider le fait accompli. C'est du génie maléfique. Dans l'affaire de Gironde, le squatteur a utilisé l'argument magique. La porte était ouverte. C'est fascinant cet argument. Il n'y a pas eu effraction, la porte était ouverte, donc je suis chez moi. C'est juridiquement ce qu'on appelle une voie de fait, mais la nuance est subtile. Si vous laissez votre voiture ouverte, est-ce que ça donne le droit au premier venu de la voler? Non. Alors pourquoi pour une maison, le bien le plus précieux d'une vie, ça marche? Parce que la cible, c'est la propriété privée elle-même. Rappelez-vous la phrase du Forum économique mondial, sortie de la bouche d'Ida Hawken, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Comment on fait pour que les gens ne possèdent rien? On ne peut pas tout confisquer du jour au lendemain, ça ferait une révolution. La méthode douce, c'est de rendre la propriété toxique. Regardez cette pauvre dame. Elle a dû vendre sa maison 80 000 € de moins que le prix du marché, 80 000 € de pertes sèches. Pourquoi? Parce que le squatteur était encore dedans ou avait laissé des traces. Parce que la réputation du bien était détruite. C'est ça le plan. Rendre la possession immobilière tellement risquée, tellement coûteuse, tellement anxiogène, que vous finirez par préférer louer à vie des capsules à des multinationales géantes comme BlackRock ou Vanguard. Ils rachètent tout, vous savez. Aux États-Unis, ils achètent des quartiers entiers de maisons individuelles. En Europe, ça commence. Et comment on fait baisser les prix pour que ces géants rachètent pour une bouchée de pain ? On laisse le chaos s'installer, on laisse les squatteurs pourrir les quartiers, on laisse les petits propriétaires se faire humilier au tribunal. C'est une stratégie de la terre brûlée, mais version immobilière. Et le plus beau, c'est la réaction des politiques. Dans l'extrait radio, il parle de Kasbarian. Le ministre au béret, vous voyez qui c'est? Celui qui a fait la loi anti-squat. Quelle blague, on nous vend une loi dure, mais dans les faits, regardez le résultat. Cette dame a été condamnée après le passage de ces lois, ou dans un contexte où tout le monde crie à la fermeté. Pourquoi ça ne change rien? Parce que la loi est écrite par des technocrates qui servent le système. Ils laissent toujours, volontairement, des failles. La notion de domicile versus résidence secondaire, la trêve hivernale, la nécessité de prouver l'occupation depuis 48 heures. Tout est fait pour noyer le poisson. C'est comme le mythe de Sisyphe. On vous donne l'illusion que vous pouvez vous défendre, mais le rocher retombe toujours. Et là, il y a un truc encore plus vicieux dans cette histoire de Gironde, les hommes de main. Ils ont pris de la prison ferme, pas du sursis, du ferme. Pourquoi l'État est-il aussi sévère avec eux et aussi laxiste avec le squatteur? Parce que l'État a le monopole de la violence légitime. C'est la définition même de Max Weber. L'État ne supporte pas la concurrence.
Un squatteur, c'est une nuisance, mais ça ne menace pas le pouvoir. Un citoyen qui organise sa propre justice, qui paie des gens pour faire respecter son droit, ça c'est une menace mortelle pour le système. Si demain vous comprenez que vous pouvez régler vos problèmes entre vous, sans passer par la case tribunal, l'État s'effondre. Ils ont une peur bleue de l'auto-organisation, c'est pour ça qu'ils frappent fort. Pour l'exemple. Scène réelle en France. Des retraités, chariots de course à la main, debout devant les poubelles de Picard, de Franprix, des supermarchés, en train d'attendre ce qui va être jeté pour récupérer de quoi manger. Et le plus choquant, c'est que ce n'est plus exceptionnel. C'est devenu un quotidien, un rituel silencieux dans beaucoup de villes. Et là, plusieurs opinions s'affrontent. Certains affirment que c'est la preuve que la pauvreté explose, d'autres parlent d'un État qui abandonne ses anciens. D'autres encore pointent du doigt l'inflation, les retraites trop basses ou les loyers qui absorbent tout. Et certains accusent directement 10 années de politique inefficace. Un autre constat revient souvent. Beaucoup dénoncent une société où travailler toute une vie ne garantit même plus de vivre dignement. Certains parlent d'une normalisation de la misère, d'un effondrement silencieux qu'on préfère ignorer plutôt que d'affronter. Pour d'autres, c'est le signe que la solidarité nationale ne fonctionne plus comme avant. Mais un fait demeure. Voir des retraités attendre les poubelles pour survivre, ce n'est pas normal. C'est un signal d'alarme puissant. Le signe d'une société qui laisse glisser des milliers de gens dans la précarité. Alors je pose la question, est-ce que vous voyez la même chose chez vous ou est-ce qu'on dramatise la situation ?